Gros-Blanc de Jack London. Chapitre 1. La piste de la viande. De chaque côté du fleuve glacé, l'immense forêt de sapins s'allongeait, sombre et comme menaçante. Les arbres, débarrassés par un vent récent de leur blanc manteau de givre, semblaient s'accouder les uns sur les autres, noirs et fatidiques dans le jour qui pâlissait. La terre n'était qu'une désolation infinie et sans vie, où rien ne bougeait, et elle était si froide, si abandonnée que la pensée s'enfuyait devant elle, au-delà même de la tristesse. Une sorte d'envie de rire s'emparait de l'esprit, rire tragique comme celui du Sphinx, rire transi et sans joie, quelque chose comme le sarcasme de l'éternité devant la futilité de l'existence et les vains efforts de notre être. C'était le wild farouche, glacé jusqu'au cœur de la terre du Nord. Sur la glace du fleuve, et comme un défi au néant du wild, peinait un attelage de chiens-loups. Leur fourrure hérissée s'alourdissait de neige. À peine sortis de leur bouche, leur souffle se condensait en vapeur pour geler presque aussitôt et retomber sur eux en cristaux transparents, comme s'ils avaient écumé des glaçons. Des courroies de cuir sanglaient les chiens et des harnais les attachaient à un traîneau qui suivait, assez loin derrière eux, tout cahoté. Le traîneau sans patins était formé d'écorces de bouleau solidement liées entre elles et reposait sur la neige de toute sa surface. Son avant était recourbé en forme de rouleau afin qu'il rejetât sous lui, sans s'y enfoncer, l'amas de neige molle qui accumulait ses vagues moutonnantes. Sur le traîneau était fortement attachée une grande boîte, étroite et oblongue, qui prenait presque toute la place. À côté d'elle se tassaient divers autres objets, des couvertures, une hache, une cafetière et une poêle à frire. Devant les chiens, sur de larges raquettes, peinait un homme et derrière le traîneau un autre homme. Dans la boîte qui était sur le traîneau, en gisait un troisième dont le souci était fini. Celui-là, le wild l'avait abattu, et si bien qu'il ne connaîtrait jamais plus le mouvement et la lutte. Le mouvement répugnait au wild, et la vie lui est une offense. Il congèle l'eau pour l'empêcher de courir à la mer, il glace la sève sous l'écorce puissante des arbres jusqu'à ce qu'ils en meurent, et, plus férocement encore, plus implacablement, il s'acharne sur l'homme pour le soumettre à lui et l'écraser, car l'homme est le plus agité de tous les êtres, jamais en repos et jamais las, et le wild est le mouvement. Cependant, en avant et en arrière du traîneau, indomptable, et sans perdre courage, trimaient les deux hommes qui n'étaient pas encore morts. Ils étaient vêtus de fourrure et de cuir souple tanné. Leur haleine, en se gelant, comme celle des chiens, avait recouvert de cristallisation glacée leurs paupières, leurs joues, leurs lèvres, toute leur figure, si bien qu'il eût été impossible de les distinguer l'un de l'autre. On eût dit des croque-morts masqués, conduisant, en un monde surnaturel, les funérailles de quelques fantômes. Mais sous ce masque, il y avait des hommes qui avançaient malgré tout sur cette terre désolée, méprisant de sa railleuse ironie et dressés, quelque chétifs qu'ils fussent, contre la puissance d'un monde qui leur était aussi étranger, aussi hostile et impassible que l'abîme infini de l'espace. Ils avançaient, les muscles tendus, évitant tout effort inutile et ménageant jusqu'à leur souffle. Partout, autour d'eux était le silence qui les écrasait de son poids lourd, comme pèse l'eau sur le corps du plongeur au fur et à mesure qu'il s'enfonce plus en avant aux profondeurs de l'océan. 1 heure passa, puis une 2e heure. La blême lumière du jour, lumière sans soleil, était près de s'éteindre quand un cri s'éleva soudain, faible et lointain dans l'air tranquille. Ce cri se mit à grandir par saccades jusqu'à ce qu'il eût atteint sa note culminante. Il persista alors durant quelque temps, puis il cessa. Sans la sauvagerie farouche dont il était empreint, on aurait pu le prendre pour l'appel d'une âme errante. Mais c'était une clameur ardente et bestiale, une clameur affamée et qui requérait une proie. L'homme qui était devant tourna la tête jusqu'à ce que son regard se croisât avec celui de l'homme qui était derrière. Par-dessus la boîte oblongue que portait le traîneau, tous deux se firent un signe. Un second cri perça le silence.
Les 2 hommes en situèrent le son. C'était en arrière d'eux, quelque part en la neigeuse étendue qu'ils venaient de traverser. Un 3e cri répondit aux 2 autres. Il venait aussi de l'arrière et s'élevait vers la gauche du second cri. « Ils sont près de nous, Bill !» dit l'homme qui était devant. Sa voix résonnait rude et comme irréelle, et il semblait avoir fait un effort pour parler. « La viande est rare !» répartit son camarade. « Je n'ai pas depuis plusieurs jours vu seulement la trace d'un lièvre !» Ils se turent ensuite, mais leurs oreilles demeuraient tendues vers la clameur de chasse qui continuait à monter derrière eux. Lorsque la nuit fut tout à fait tombée, ils dételèrent les chiens et les parquèrent au bord du fleuve, dans un beau queutôt de sapins. Puis, à quelque distance des bêtes, ils installèrent le campement. Près du feu, le cercueil servit à la fois de siège et de table. Les chiens-loups grondaient et se querellaient entre eux, mais sans chercher à fuir et à se sauver dans les ténèbres. « Il me semble, Henri, qu'il demeure singulièrement fidèle à notre compagnie, » observa Bill. Henri, penché sur le feu et occupé à faire fondre un peu de glace pour préparer le café, approuva d'un signe. S'étant ensuite assis sur le cercueil et en commençait à manger. « Ah, ils savent, dit-il, que près de nous leurs peaux sont sauves, et ils préfèrent manger qu'être mangés. Ces chiens-là, ils manquent pas d'esprit. » Bill secoua la tête. « Oh, j'en sais rien. » Son camarade le regarda avec étonnement. « C'est la première fois, Bill, que je t'entends suspecter l'intelligence des chiens. »« As-tu remarqué ?» reprit l'autre en mâchant des fèves avec énergie. « Comme ils se sont agités quand je leur ai apporté leur dîner. Combien as-tu de chiens, Henri ? » « 6. Bien, Henri. » Bill s'arrêta un instant, comme pour donner plus de poids à ses paroles. « Nous disions que nous avions 6 chiens. J'ai pris 6 poissons dans le sac, et j'en ai donné un à chaque chien. Eh bien, je me suis trouvé à court d'un poisson. »« Tu as mal compté. Nous possédons 6 chiens, » poursuivit Bill avec calme. « J'ai pris 6 poissons, et n'a qu'une oreille n'en a pas eu. Alors je suis revenu au sac, et j'y ai pris un 7e poisson que je lui ai donné. »« Nous n'avons que 6 chiens, » répliqua Henri. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait là que des chiens, mais ils étaient 7 convives à qui je donnais du poisson. » Henri s'arrêta de manger, et par-dessus le feu compta de loin les bêtes. « En tout cas, observa-t-il, ils ne sont que 6 à présent. » J'ai vu le 7e convive s'enfuir à travers la neige. Henri regarda Bill d'un air de pitié plus déclara. « Je serais fort satisfait que ce voyage aurait pris fin. »« Qu'entends-tu par là ? J'entends que l'excès de nos peines influe durement sur tes nerfs et que tu commences à voir des choses. »« C'est ce que je me suis dit tout d'abord, » riposta Bill avec gravité. « Mais les traces laissées derrière lui par le 7e animal sont encore marquées sur la neige. Je te les montrerai si tu te désires. » Henri ne répondit point et se remit à manger en silence. Lorsque le repas fut terminé, il l'arrosa d'une tasse de café et s'essuyant la bouche du revers de sa main. « Alors, Bill, tu crois que cela était... » Jaillissant de l'obscurité, à la fois lamentable et sauvage, un long cri d'appel l'interrompit. Il se tut pour écouter et tendant la main dans la direction d'où le cri était issu. « C'est un d'eux, dit-il. Qui est venu ?» Bill approuva de la tête. « Je donnerais gros pour pouvoir penser autrement. T'as remarqué, toi ? Même quel vacarme ont fait les chiens ?» Cris et cris, après cris, se répondant de près, de loin, de tous les côtés, semblaient avoir mué tout à coup le wild dans une maison de fous. Les chiens effrayés avaient rompu leurs attaches et étaient venus se tasser les uns contre les autres autour du foyer, si près que leurs poils en étaient roussis par la flamme. Bill jeta du bois dans le brasier, alluma sa pipe et après en avoir tiré quelques bouffées, « Je songe, Henri, que celui qui est là-dedans, » et il indiquait de son pouce la boîte sur laquelle il était assis, « est diantrement plus heureux que toi et moi que nous serons jamais. Au lieu de voyager aussi confortablement auprès de notre mort, aurons-nous seulement un jour quelques pierres sur notre carcasse. Ce qui me dépasse, c'est qu'un gaillard comme celui-ci qui était dans son pays, un lord ou quelque chose d'approchant, je dis pas, qui n'avait jamais eu à trimarder pour la niche et la pâtée, il a eu l'idée de venir traîner ses guêtres sur cette fin de terre abandonnée de Dieu. Cela, en vérité, je peux pas le comprendre exactement. Non, il aurait pu se faire de vieux os et il s'était demeuré chez lui, approuva Henri. Bill allait continuer la conversation quand il vit, dans le noir mur de nuit qui se pressait sur eux, et où toute forme était indistincte, une paire d'yeux brillants, comme des braises. Il la montra à Henri, qui lui en montra une seconde, puis une troisième. Un cercle de yeux étincelants les entourait. Par moments, une de ces paires d'yeux se déplaçait ou disparaissait pour réapparaître à nouveau l'instant d'après. La terreur des chiens ne faisait que croître. Ils bondissaient,
affolés autour du feu où venaient en rampant se tapir entre les jambes des deux hommes, et au milieu de la bousculade, l'un d'eux bascula dans la flamme. Il se mit à pousser des hurlements plaintifs, tandis que l'air s'imprégnait de l'odeur de sa fourrure brûlée. Ce remue-ménage fit se disperser le cercle de prunelles qui se reforma une fois l'incident terminé et les chiens calmés. « C'est, dit Bill, une fichue situation de se trouver à court de munitions. » Il avait achevé sa pipe et aidé son compagnon à étendre un lit de couverture et de fourrure sur des branches de sapin préalablement disposées par la neige. Tout en commençant à délacer ses mocassins de peau de dent, Henri grogna. « Combien dis-tu qu'il nous reste de cartouches ?»« 3. Et je voudrais qu'il en eût 300. Je leur montrerai alors quelque chose à ces damnés. » Il secoua son poing avec colère vers les yeux luisants, puis, ayant enlevé à son tour ses mocassins, il les déposa soigneusement devant le feu. « Je voudrais bien aussi que ce froid soit coupé net. Nous avons eu 500 sous zéro depuis 2 semaines. Plût à Dieu que nous n'eussions pas entrepris cette expédition. Je n'aime pas la tournure qu'elle prend. Sa cloche, je le sens, mais puisqu'elle est entamée, qu'elle se termine au plus vite, et qu'il n'en soit plus question. Heureux le jour où toi et moi, nous retrouverons au Fort McGurry, tranquillement assis auprès du feu et jouant aux cartes. Voilà mes souhaits. » Henri poussa un nouveau grognement et se glissa sous la couverture. Comme il allait s'endormir, Bill l'interpella avec vivacité. « Dis-moi, Henri, c'est un truc qui est venu se joindre à nos bêtes et attraper un poisson. Pourquoi, dis-moi, les chiens ne lui sont pas tombés dessus? C'est là que sont mes tourments. »« Tu te fais, Bill, beaucoup de tracas, » répondit Henri d'une voix ensommeillée. « Tu n'étais pas assis autrefois. Tu digères mal, je pense. Mais assez péroré. Dors, sinon tu seras demain fort mal en point. Tu te mets sans raison la cervelle à l'envers. » Là-dessus, les deux compagnons s'assoupirent. Ils soufflaient lourdement, côte à côte, sous la même couverture. Le feu tomba peu à peu, et les yeux brillants resserrèrent le cercle qu'ils traçaient. Dès que 2 d'entre eux s'avançaient plus près, les chiens grondaient, apeurés et menaçants à la fois. À un moment, leurs cris devinrent si forts que Bill s'éveilla. Il sortit des couvertures avec précaution, afin de ne pas troubler le sommeil de son camarade, et renouvela le bois du foyer. Dès que la flamme se fut élevée, le cercle de yeux recula. Bill jeta un regard sur le groupe de chiens, puis s'étant frotté les paupières, il se reprit à les regarder avec plus attention. Après quoi, s'étant coulé sous la couverture. « Henri! Oh, Henri !» Henri gémit, comme fait quelqu'un que l'on réveille. « Qu'est-ce qui va pas ?» interrogea-t-il. « Rien. Mais je viens de les compter, ils sont encore 7. » Henri reçut une communication sans se troubler, et quelques instants d'après, il ronflait à poings fermés. C'est lui qui, le matin venu, s'éveilla le premier et tira hors des couvertures son compagnon. Il était 6 heures, mais le jour ne devrait point naître avant au moins 3 heures. Dans l'obscurité, il se mit à préparer le déjeuner, tandis que Bill roulait les couvertures et disposait le traîneau pour le départ. « Dis-moi, Henri, combien de chiens présentes-tu que nous avons ? » « 6. »« Erreur !» s'exclama Bill. « 7 de nouveau ? » ?»« Non, 5. Un est parti. »« Enfer !» cria Henri avec colère, et quittant sa besogne pour venir compter ses chiens. « T'as raison, Bill. Boule de Suif est parti. Il s'est éclipsé avec la rapidité d'un éclair. La fumée nous aura caché sa fuite. Ce n'est pas de chance pour lui ni pour nous. Ils l'auront avalé vivant. Je parie qu'il hurlait comme un damné en descendant dans leur gosier. Malédiction sur eux. Ce fut toujours un chien de fou, observa Bill. Si fou qu'il soit, comment un chien est-il été assez fou pour se suicider de la sorte ? Henri jeta un coup d'œil sur les survivants de l'attelage, supputant mentalement ce que l'on pouvait pénétrer de leur caractère et de leur aptitude. Pas un de ceux-ci, je le jure bien, pas un de ceux-ci ne ferait autant. On frapperait dessus à coups de bâton qu'il refuserait de s'éloigner. J'ai toujours pensé, et je le répète, que Boule de Suif avait la cervelle tant soit peu un peu fêlée. Telle fut l'oraison funèbre d'un chien mort en cours de route sur une piste de la terre du Nord. Combien d'autres chiens, combien d'hommes n'en ont pas même une semblable ?